Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voilà face à face en question avec Alexis et moi-même. Vous connaissez le principe. Euh, je te laisse démarrer avec ta première question. Bonjour à tous et Momo, je vais t'enchaîner direct avec ma première question. Carrément. Ouais, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour toi, quelle est la variation que tu programmes le plus souvent, donc que ce soit sur le squat, sur le bench, sur le deadlift, tu peux donner une pour chaque, et dans quel but? Pas forcément la plus utile parce que ça va dépendre des gens, mais c'est en tout cas que tu programmes le plus souvent. Mes athlètes me tracassaient sur ça, et c'est le tempo. Ah, C'est le tempo. méchant. On me surnomme Momo Tempo. Mais ouais, pour moi, c'est une variation qui peut être utile à beaucoup d'athlètes, si ce n'est tous les athlètes. Euh, pour tout. Pour travailler musculairement, pour travailler sur le fait par exemple de ne pas s'écraser, etc. Pour moi, c'est une variation qui est très, très importante. Je suis d'accord, mais du coup, tu programmes, enfin pour les trois à chaque fois. Ou alors pour le bench, par exemple, tu rajoutes aussi une pause plus longue ou des choses comme ça. Par exemple, sur le squat, ouais, je peux mettre, en fait, sur toutes. Sur le squat, je peux mettre un tempo excentrique avec une pause. Et après, avec comme consigne d'avoir la plus grande accélération sur la remontée. Donc, Pas forcément la plus grande vitesse dès le début, mais la plus grande accélération. Sur le bench, pareil. En fait, en fonction de l'athlète, ce dont il a besoin, je peux programmer des pauses plus ou moins longues. Et surtout, par exemple, pour les douleurs, etc. Un athlète qui a des douleurs au pec, je peux lui programmer des pauses un peu plus longues pour travailler sur cette résilience-là. ok. Et sur le deadlift, je programme beaucoup le tempo sur les athlètes qui n'ont pas encore une bonne coordination sur le lock. Ouais, ok. En gros, soit qui ont un lock pas assez fort, du coup, je programme un tempo jusqu'au genou, après avec un objectif de grosse extension hanche, avec une grosse vitesse, ou alors les athlètes qui n'ont pas encore cette coordination-là, un tempo jusqu'au bout, et au fur et à mesure, on insère. Ok. Je suis d'accord avec toi. Ah, c'est gentil. Ah. Oh, oh. Du coup, je vais commencer avec ma première question aussi. Euh, Admettons, voilà, tu prépares une compétition avec un athlète, et du coup, il te dit que il n'a pas envie de la faire finalement parce qu'il se sent pas prêt, que la prépa ne s'est pas bien passée. Ouais, je vais Que dire lui, ce que je lui réponds. ouais, que lui réponds-tu? Bah, alors, ça dépend du contexte, mais là, dans le cas où vraiment c'est juste, je sais pas, par exemple, il a pas réalisé les barres qu'il voulait sur sa prépa, Panique. il panique, il se sent pas prêt et tout, je dirais quand même s'il n'y a pas trop d'enjeux ou si, je sais pas, il doit pas dépenser des milliers et des cents pour aller faire sa compète et tout, d'y aller quand même. Certes, il fera peut-être pas les résultats qu'il veut, et encore, c'est pas dit parce que tu peux avoir une prépa dégueulasse, une compète qui se passe très bien. Mais je dirais quand même d'y aller, de prendre du plaisir parce que ça, on tout fait pour ça. Même s'il n'arrive pas les barres qu'il veut, ça fait toujours de l'expérience et ce sera toujours un plus pour après. Même si tu n'arrives pas les barres que tu veux, tu vas en apprendre plus sur comment ça se passe, tu vas apprendre plus sur comment tu te gères en compétition, comment tu réagis à telle ou telle chose, tel ou tel facteur externe. Et puis forcément, pour la prochaine, du coup, tu seras beaucoup mieux. Parce que même tu peux avoir des galères pendant la compétition et pour la prochaine, tu sais ce qu'il faut faire pour y faire face. Donc ouais, moi je dirais quand même de la faire. Et même s'il n'y a pas le résultat qu'il veut, c'est toujours une expérience à prendre, quoi. Du coup, je rebondis sur ça. Et toi, c'est quoi ton point de vue sur le fait de faire des compétitions? Est-ce que tu fais un athlète qui te dit voilà, moi je vais faire ma première compétition uniquement quand j'ai atteint ce total-là? T'es pour ou contre? Globalement, quand tu me dis ce que je t'ai dit avant, Ouais. je dirais contre. Parce que en plus on voit par exemple si l'objectif c'est oui je veux faire ma première compétition quand j'aurai à peu près les minima France, quand je pourrai les jouer par exemple, comme t'en as beaucoup qui me disent, le truc c'est que vu que les minima ils augmentent tout le temps, au final tu vas jamais faire de compétition et enfin c'est con quand même. T'as pas beaucoup de sports où tu te dis je dois atteindre tel niveau pour faire de la compétition ou faire un match ou j'en sais rien. Mais je trouve ça dommage parce que tu te prives d'une potentielle progression que tu pourras avoir. Après, faut pas non plus faire des compétitions tous les week-ends parce que t'as aussi tout l'aspect programmation, fatigue et tout qui rentre en jeu. Ça tabasse. Mais ouais, ça tabasse. Mais si tu veux faire des compétitions de temps en temps et que tu arrives à bien les agencer et tout, je dirais qu'il faut essayer d'en faire le plus possible, quoi. Je suis d'accord. Ok, à moi. Alors moi, ma prochaine question, c'est plus sur l'organisation d'une séance en elle-même. Juste, on voit souvent, du coup, en programme, que ce soit par exemple des grosses séances SBD d'études, des séances qui durent vraiment longtemps. Et je sais qu'il y a des athlètes qui réalisent un peu mal à ça, qui sont très fatigués et tout. Est-ce que toi, tu aurais des petites astuces pendant une séance pour gagner du temps?
Euh, sur une séance classique. Ouais, enfin, sur par exemple un SBD, tu vois. Ah, Un gros SBD, quel petit truc tu peux mettre en place pour gagner du temps et éviter ce gros coup de barre à la fin? bah déjà, de bien s'hydrater en amont et Mhm. pendant la séance. Et bah, de bien manger avant et pendant la séance. Mhm. Bah, il y a pas mal d'athlètes qui, eux, ont du mal à manger pendant la séance. Ouais. Ouais, mais si je mange, je vais pas être bien. Je lui dis, ouais, mais par exemple, tu mangerais quoi? Ah, ben, je sais pas, je mangerais des flocons d'avoine et tout. Bah, non, Pendant la séance, pendant la séance, tu vois. Bah non, c'est pas forcément optimal, il faut manger des trucs qui s'assimilent assez rapidement. Mhm. Bah, par exemple, de la pâte de fruits, de ce genre de trucs, ça c'est intéressant. Ou même de la malto. Ouais. Ça, il y a beaucoup d'athlètes qui connaissent pas et c'est intéressant. En gros, la maltose, c'est un sucre à assimilation très rapide. Donc, ça permet d'être assez. D'avoir toujours un. J'ai oublié le terme. D'avoir toujours un apport, merci. Quel C'est ça. Merci, monsieur. plaisir. D'avoir toujours un apport pendant ta séance, c'est ça qui est intéressant. Après, ça c'est pour les coups de barre de manière générale. Ouais. Mais après, pour raccourcir la séance, bah, c'est d'être focus en fait. Ouais. Il y a beaucoup d'athlètes qui, pendant leur SBD, vont faire leur top 7, puis après, ils vont partir pendant un quart d'heure, discuter avec un tel, revenir. Moi, je préférerais d'être vraiment resté dans sa bulle. Alors, pas forcément être focus pendant 3 heures, parce que c'est impossible. Ouais. Mais sur les moments de travail, de rester bien concentré. Par exemple, entre tes back-off, ne te disperse pas. Ouais. Reste Si t'as vite fait de partir parler à droite à gauche, qu'au final, ça fait 10 minutes que tu te reposes, alors tu dois en prendre 3 ou 4. Ok. Et après, sur les séances un peu plus classiques, pour les athlètes qui ont du temps, bah, pour le coup, je ne changerai pas grand-chose. Mais je sais que j'ai des athlètes qui travaillent. Et là, ce que je fais, c'est que je mets pas mal de supersets. Ok. Ouais, pour les renforts. C'est ça. Okay. Sur les renforts, je mets pas mal de supersets. Et sur les back-off, je peux pas faire de supersets. Ouais. Sauf que supersets, squat bench. Mais en fonction de vraiment le temps qu'ils ont accordé à la séance, là, je manage le volume. Ok. Moi aussi, je vois ce que je fais parfois, c'est que je leur dis par exemple, tu vois, quand ils ont un squat et après ils ont leur bench, pour gagner un peu de temps, bon, c'est pas des supersets, mais genre pendant leur série de back-off, de commencer à faire leur frappe au bench, tu vois. Ouais. Comme ça, tu arrives directement, tu finis ton squat, tu peux passer sur tes premières séries de chauffe au bench. Puis pareil, les premières séries de chauffe, quand tu fais 20, je sais pas, 20, 50, 70, et que tu as un max à je sais pas combien, bah, tu peux facilement les enchaîner, et puis, l'air de rien, ça te fait gagner quelques minutes, et si tu fais ça sur tous tes exos, bah, ça peut être intéressant, mais pour moi, plus pour les athlètes qui ont un certain niveau. Ouais, un débutant, je pense qu'il faut vraiment qu'il se focus sur ce qu'il fait. Mais oui, sur un athlète confirmé, ça peut être un gain de temps. Ok. Tac. Ok. Deuxième question, pareil, un peu technique. T'as un athlète qui a mal au biceps sur le squat. Qu'est-ce que tu mets en place? Alors, je dirais, du coup, s'il a vraiment mal au biceps, la première chose, ça va être de voir, c'est surtout je pense, le low bar qui va causer ça. Et de voir déjà à quel point il a mal. Si vraiment, genre, c'est insupportable de faire rien qu'une fréquence de low bar par semaine, bah là, je dirais, on passe full en high bar. Parce que normalement, t'as beaucoup moins de tension au niveau du biceps, donc non, ça devrait pas poser de soucis. Et après, ça va être à côté tout l'aspect renfo et tout. Ça va être commencer à essayer de charger la zone, mais très progressivement. Là, je peux faire des curls avec des petits poids et tout, et leur série plutôt longue pour essayer de bien vasculariser et bien voir si ça répond. Et puis ouais, ça va être surtout manager le low bar, parce que c'est ça qui va être très pénalisant. Donc si tu peux mettre un low bar par semaine et un high bar par exemple, s'il y a 2 fréquences, bah, c'est déjà bien. Après, si jamais tu vois que même un low bar il ne tolère pas du tout, bah go full high bar jusqu'à ce que la zone se régénère assez. Puis après, remonter progressivement dans un low bar très léger, voire un mid bar au début même, pour augmenter la spécificité petit à petit. Et puis après, ouais, ça va être tout manager, voir s'il tolère pas, réajuster, et ainsi de suite. Après, c'est un peu comme toutes les douleurs et gènes qu'ils peuvent rencontrer, quoi. Faire de manière progressive. Ouais. Toi, t'aurais fait à peu près comme ça ou t'aurais fait... J'aurais fait comme ça. Après, ce que j'aurais mis en place, et ça a déjà fonctionné sur un athlète, c'est en gros augmenter la part de low bar. C'est-à-dire qu'en fait, admettons sur un jour, il a un top 7 en low bar. Ouais. Il fait les back-off en high bar. Ouais, ok, aussi. Ouais. La semaine 2, il va avoir le top 7 en high bar, le top 7 en low bar, pardon, un back-off en low bar.
et le reste en high bar, et au fur et à mesure, Ouais. en fait, augmenter la part de low bar comme ça. Ouais, ça revient un peu ce que je disais, du coup, C'est ça, de la il y a les progressivité. progressivement. Voilà, Ouais, c'est c'est vrai que comme ça, c'est pas con à faire. Mais après, voilà, j'ai des athlètes, il y a des athlètes qui répondent vraiment pas du tout au low bar. Mm. Et pour moi, le high bar fonctionne très très bien aussi. Ouais, bah après, ça dépend des gens, leur C'est pattern et tout, mais en vrai, si après, limite, tu trouves qu'il a moins de tension, mais il est aussi bon à high bar, bah, go high bar. Hein. Exactement. Ok. Alors, j'avais une petite question, mais du coup, on a parlé avec ta petite expérience personnelle, et j'aimerais bien avoir ton avis un peu plus vaste là-dessus. Mais comment tu gérerais un athlète qui a des problèmes de grippe au début? Ok. Donc, les différents, je sais pas, les différents exos que tu peux mettre en place, comment tu vas voir d'où ça vient, etc. Enfin, un peu ton avis là-dessus. Au tout début, voir en fait le problème un peu de manière assez large. Mm. Problème de grippe, on va travailler une grippe. Oui, déjà. Ça peut, voilà, là, vraiment, on procède par élimination. Travailler une grippe, renforcer tous les fléchisseurs de la main et du poignet. Et si ça fonctionne, ok, trop bien. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler sur l'écartement de barre. Okay, ouais. En gros, sur Inter, t'en as certains qui ont la meilleure grippe avec une prise un peu plus large, qui sentent mieux, et d'autres avec une prise un peu plus serrée. Donc, manager ça, travailler le pouce. Le pouce, le fameux. Le fameux pouce. Le fameux renfort pouce. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, il y en a beaucoup d'athlètes, quand ils attrapent leur barre, ne loquent pas leur pouce. C'est-à-dire qu'en fait, prennent la barre et en fait, ils ont un pouce assez ballant, ouais. qui sert à rien. Il est juste là, quoi. Il est juste là. Et en fait, le fait de venir chercher l'index avec le pouce, donc pas en hook avec le pouce à l'intérieur, mais plus en lock du coup avec le pouce à l'extérieur, ça procure une force supplémentaire. Ouais, c'est sûr. Ça. Et ensuite, quand on n'arrive pas à ça, je vous demande d'aller voir un kiné parce que moi je suis pas spécialisé dans tout ce qui est travail nerveux, enfin au niveau des nerfs, etc. Et parce que généralement en fait, quand on a un problème de grippe, c'est que il y a une coupure de vue, une coupure d'électricité, et ça vient soit d'un nerf pincé ou d'un nerf un peu bloqué. Et généralement ça vient des cervicales. Ouais. Et c'est pas une zone que moi je me sens de toucher et de faire travailler. Donc généralement je demande à l'athlète d'aller voir un spécialiste. Et voilà. Ok. Parce que moi je sais qu'aussi j'ai tendance à programmer tu vois, sur des top 7 tours, des trucs comme ça. Je dis d'essayer au maximum de faire des long hauls. Ouais, long haul comme ça. Parce que je trouve que ça peut aider un petit peu à mieux gérer le grip. Et aussi à faire pas mal d'exos dans le renfort. Tu vois, je mets des exos qui impliquent un peu plus de grip. Donc que ce soit des tractions ou alors du rowing avec des haltères lourds ou du cœur marteau, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ça vient du... Ouais, pour moi, c'est partie du travail. Oui, c'est sûr. Après, du coup, si ça marche pas, comme tu dis, c'est que ça vient de plus loin et après, bon, on n'est pas non plus... c'est ça. On peut tout tester, mais ça marche pas avec. Mais ouais, pour le coup, le grip, c'est un peu la bête noire de beaucoup d'athlètes. J'en fais partie, mais ça va mieux. Ça va mieux. Du bois. Du coup, troisième petite question. Comment tu imagines ta salle de rêve? Faut calibrer, hein. On va pas se mentir. Ah, mais on veut les couleurs, on veut le thème, on veut tout. Là, ça, tu me prends des dépourvu, là. Je sais que c'est une idée que j'avais, mais j'ai pas trop réfléchi. Genre là, si tu dois te visualiser dans ta salle, elle est comment? En vrai, je verrais un truc assez sobre, quand même. Genre, mur noir, un truc comme ça. Ouais. Noir-gris, un truc comme ça. Et après, je trouve que ça rend bien avec tous les équipements calibrés. Donc, les plates rouges. Après, moi, j'ai un petit fait pour les plates rock, je t'avoue. Mais du coup, je les trouve trop matu, trop machin, je sais pas, je préfère le rock, ça fait un peu plus. Les couleurs rock, elles sont plus bordeaux que c'est ça, j'aime bien. Et après, en vrai, c'est vrai, ça peut être dur, c'est plutôt sobre. Et full rack calibré et tout. On va pas se mentir. Après, bon, bien sûr, pour les petites. Déjà, il n'y a pas d'assaut bike dans la salle. C'est pas loin. C'est fini. Non, mais en vrai, ouais, c'est avoir. C'est comme dans toutes les salles, c'est le but, c'est d'avoir un bon côté power avec assez le rack et tout. Parce que pareil, s'il y a du monde, c'est toujours mieux d'avoir un petit rack. Oui, bah oui. Et du coup, on va prendre au moins 10 combos racks, voilà, comme ça, on va être bien. Et après, tu fais une partie renfort avec des bonnes machines aussi. C'est vrai que, tu vois, par exemple, la salle où on est allé hier, autant le côté power qui est génial, autant le côté poulie et tout. Quand tu prends ton tirage et que tu peux pas te mettre parce que tu remontes comme ça, les boudins ne se calent pas du tout.
faut aussi avoir des bonnes machines à repos, je pense. D'accord. Enfin, un truc assez complet. Ok. Et... Alors moi, j'ai encore une question niveau plutôt programmation. Dis-moi. Moi, je voulais savoir comment tu gérerais si jamais tu es assez proche d'une comp ou quoi, et que tu as un athlète qui, pour une raison X ou Y, admettons, je sais pas, il est en début de bloc de picking, un truc comme ça, et il devait faire sa première semaine, et toute la semaine, il peut pas la faire. Comment tu ajustes les semaines d'après? Est-ce que tu changes quelque chose ou est-ce que tu lui dis juste de reprendre là où il en était? Non, en fonction de ce qu'il a fait avant, Ouais. si on était monté assez haut ou pas, si on était monté assez haut, je redescendrais et je ferais une montée plus rapide. Ok. Alors, ne pas faire un gros truc où on finit sur des RPE un peu plus lourds. Mm. Je ferais une montée un peu plus progressive. Mais si on était assez bas, je reprendrais un En cran direct, dessus. toi? Je reprends un cran Ah, dessus. attends. Admettons, tu prends tout début bloc, t'es RPE 6. Mm. Je redémarrer sur un RPE 7,5, tu vois, 7,5 pour amener le pitching là où je veux l'emmener. Ok. Ouais, du coup, c'est juste reprendre un peu plus vite, quoi. C'est ça, entre guillemets. c'est ça. Ok. En fonction d'eux. Mais après, voilà, ça va dépendre aussi de la raison pour laquelle il a arrêté. Si c'est une raison qui l'a impacté mentalement et physiquement, bah là, du coup, même s'il était bas, on reste sur ses bas. Ok. Et c'est pas grave, une compète, il en fera d'autres. Oui, oui. Donc, là, on fera au mieux. Mais si c'est juste qu'il n'a pas pu, pour une raison X ou Y, mais que mentalement ça va, physiquement ça va, go au charbon. Ok. Ouais, je suis d'accord. Je t'ai convaincu. Je me crois. Du coup, on va parler de question un peu là, organisation. Du coup, comment tu organises ta journée? Est-ce que tu es plutôt t'es plutôt un lève tôt ou un lève tard? Et un couche tôt, un couche tard? Plutôt un lève pas. Je reste, Non, en vrai, j'ai toujours été plutôt lève tôt et couche tôt, tu vois. ok. Bon, pas tôt en mode je peux lever à 5h du mat, mais genre, moi, tu vois, me lever après 9h déjà, je peux pas, parce qu'après, j'ai l'impression que je perds une partie trop importante de ma journée. Totalement Donc, d'accord. de toute façon, généralement, enfin, genre, même si je suis explosé ou quoi, je sais pas, j'arrive pas à dormir jusque 9h, tu vois, genre, je suis automatiquement réveillé avant. Donc, moi, je te dirais, ma journée, en vrai, ma journée de rêve, c'est genre 8h. Puis après, je me couche à minuit, un truc comme ça. Comme ça fait minuit, 8h, ça me fait 8 heures de sommeil parfait. Et ouais, puis après, moi, je suis plutôt à travailler le matin. Parce que je trouve que c'est là où je suis le plus productif. Et puis même après, ça me met dans une bonne dynamique pour ma journée. Tu vois, je sais que si j'ai déjà travaillé le matin et tout, bah, l'après, entre guillemets, va être plus chill parce que j'ai moins de trucs à faire. Et du coup, je suis dans un meilleur mood pour faire ce qu'il me reste à faire ou aller m'entraîner ou quoi. Et ouais, après, pour l'organisation, ça dépend beaucoup des jours. Parce que du coup, moi, je signais là récemment entre les cours avec la fac. Oui, c'est pour ça, Ils sont pas forcément fixes. Tu vois, genre, autant une semaine, tu vas avoir pour le matin et rien après-midi. Autant une semaine, tu vas avoir pour toute la journée. Enfin, genre, ça dépend vraiment. Et puis après, du coup, j'agence à partir de là mes séances, le temps que je passe à l'extérieur avec mes potes ou quoi. Et puis, du coup, le travail avec les profs, tout ça. C'est une organisation un peu au jour le jour. C'est ça, ouais. Mais du coup, c'est à cause du master. Ouais. Bah, du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je me fais une to-do list. Et après, en fait, je me mets pas d'horaire précis en mode je fais ça à telle heure, je fais ça à telle heure. Ouais, genre, faut que je le fasse. Ouais, dès que j'ai du temps, enfin, je sais que j'ai ça à faire dans ma journée. Dès que j'ai du temps, je fais un petit truc, comme ça, je m'avance sur les tâches que j'ai à faire. Puis j'avance au fur et à mesure. C'est pas mal, ça va être. Ouais. Après, j'aimerais bien organiser vraiment heure par heure. Ouais. Mais là, je pouvais pas trop. Là, avec les cours et tout, c'est plus compliqué. Ça, je sais que même quand j'étais en master, c'était ça. Mais là, j'ai plus cours, donc ça va. Ça je pourrais mieux m'organiser. Ouais, de ouf. Ok. C'était ta dernière question? C'était. Non, on a avant-dernière. On a une. Et moi, il me reste une. Faut bien la choisir, parce que j'en ai plusieurs. Non, moi, je posais une question un peu plus détente. On va oublier la programmation, tout ça. Ah, oublions. Je vais juste dire, si tu avais une chose, donc là, je parle plutôt du côté pratiquant, que tu aurais aimé savoir dans la FA avant de commencer, ça aurait été quoi? Si tu en as une qui te vient. Une chose. Ouais, enfin, c'est pas vraiment, mais ouais, c'est démarrer avant. Genre, ouais, démarrer avant. Mais un truc vraiment à savoir. Ouais, que la progression, elle est pas linéaire. Que la progression, elle est pas linéaire et pas exponentielle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gagneraient à savoir ça. Ouais. Tu te dis, je vais progresser tout le temps et dès que t'as un petit temps, t'es en mode, c'est bon, je suis Ça y est, j'arrête. J'arrête, c'est bon. Arrête. On va faire des haricots, mais non, pas du tout. Ok, je suis d'accord. Parfait. Ça et ne pas vivre pour ça. Ouais. En gros,
c'est important de se focus et de se concentrer dessus. Mais si tu vis que pour ça, tu te crames trop rapidement. Tu te crames trop rapidement. Bah moi je pense que tu peux, entre guillemets, vivre pour ça, mais genre sur des courtes périodes, tu vois, genre t'as vraiment une Oui. compétition importante ou quoi, C'est ça. tu mets tout ce que t'as et tout, mais après faut apprendre à relâcher parce que si t'es tout le temps à fond et tout, t'es cuit. Tous les jours, tu te lèves, tu penses à ça, Ouais, c'est tu fini. vis et faire. C'est fini. Bah surtout nous, je vois, bah après bon, c'est pas forcément ton métier à ce moment-là, mais quand en plus tu coaches à côté et tout, si tu vas FA toute la journée et en plus t'es à fond FA dans toute ta vie et tout, de moment t'es en burn-out. Quoi. C'est compliqué. Et ça fait pas. Enfin, ça, c'est différent pour moi, dans le sport, c'est différent. Parce que je sais que, par exemple, quand je faisais du foot, j'en ai fait 15 ans, Ouais. et je me levais foot, je pensais foot, je dormais foot, et tu vois, j'étais tout le temps bien. Mais nerveusement, c'était moins impactant, les entraînements, C'est ça. c'était moins long, donc c'était différent. C'est Mais, la même chose. Ok, c'est ça. très bien, ça me va. Et du coup, dernière petite question. Bon. Quel pays et culture t'attire le plus? Ah. Bonne question. C'est-à-dire, si un jour tu devais quitter la France, vers quel pays tu te dirigerais? Bah franchement, viens, on en reparle cet été. Ok. Là, du coup, cet été, je vais sûrement faire le Canada. Ok. Et j'avoue que c'est un pays qui m'attire beaucoup. Que ce soit la vie là-bas, puis les gens qui ont l'air, qui sont réputés pour être super sympas et tout. Donc ouais, je te dirais potentiellement ce pays. À confirmer parce que du coup, je suis jamais allé. C'est ça. Et je te dirais cet été. Mais ouais, franchement, c'est un pays qui m'attire de fou. Puis la culture, elle a pas l'air trop différente de ce qu'on a en France, que ce soit au niveau du coup de la langue ou quoi. On va parler québécois. Ouais, c'est ça. mais ouais, c'est un truc qui m'attire pas mal. Donc je te dirais, la première vue, je te dirais, ouais, Canada. Canada. Ok. Incroyable. Ben, merci à toi. Et merci à toi surtout. À la prochaine. À la revoyure. Allez. Ciao, ciao tout le monde. Bisous.